Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 12 septembre 2024 de votre quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers, également à l'actualité géopolitique, angle que nous allons aborder dans un instant avec notre invité Tom Benoît. Bonjour Tom. Bonjour. Merci beaucoup Tom d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes essayiste, économiste, rédacteur en chef, directeur de la publication du trimestriel Géostratégie, avec nous régulièrement pour parler économie, politique. Mais là, ce matin, à la vue de l'information qui est tombée cette nuit, on va commencer votre intervention sous l'angle de la géopolitique, puisqu'on a appris que les États-Unis allaient soutenir la création de 2 sièges permanents pour les États africains et d'un siège tournant, si je puis dire, pour les États insulaires du Pacifique. Tom, vous, en tant qu'expert de géopolitique, de géostratégie, est-ce que les États-Unis ne sont pas tout simplement en train de se tirer une balle dans le pied en acceptant que des pays africains qui sembleraient plutôt être à la botte de la Chine, eh bien, intègrent le Conseil de l'ONU ? Bon, la question, voilà, ce qui est assez juste, c'est est-ce que les Américains pourront soutenir finalement, plus que soutenir, imposer comme ils le faisaient précédemment. Alors, expert en géopolitique, peut-être pas tout à fait, plutôt apportant une expertise assez régulière sur l'économie et donc touchant aussi à la géopolitique, puisque les raisonnements économiques plus que jamais touchent à la géopolitique et en matière que ce soit de sanctions, ça n'est aperçu avec le conflit ukrainien ou de droits de douane et de beaucoup de choses. Donc la vraie question par rapport à votre question, c'est le vrai sujet, c'est est-ce que les USA auront la capacité de séduire à nouveau des Africains. J'ai dit régulièrement, et c'est un ancien secrétaire général de l'Élysée qui m'en faisait la confidence dans une interview il y a quelques semaines, les chefs d'État africains, y compris francophones, ne viennent plus se faire soigner en France lorsqu'ils sont malades, ils vont dans d'autres pays, ils se méfient de plus en plus des USA par ailleurs, de l'Europe assez globalement, et on s'est aperçu que les Chinois investissaient massivement en Afrique. Là aussi, très récemment, il y avait le sommet hier, justement, ce mercredi, le sommet Chine-Afrique, avec une cinquantaine de chefs d'État africains qui étaient reçus par la Chine et qui sont reçus pour des raisons très concrètes. Ce ne sont pas les Grenelles à l'occidental, entre guillemets, où nous parlons d'écologie. Ça phosphore, mais ça fait peu de choses. Si ça phosphorait au moins, parce que phosphorer, c'est quand même déjà trouver quelques solutions théoriques. Mais là, ça phosphore pas beaucoup, ça dépense généralement en Occident. Et en l'occurrence, là, ça n'est pas le cas, c'est un vrai sommet. Il y a déjà des investissements massifs qui ont été décidés au Sénégal, une autoroute pour 800 millions d'euros qui a été financée à 85 à 90% par les Chinois. Donc il y a une façon assez... charismatique des Chinois de s'imposer, mais sur tous les plans, comme ils le font aussi sur le plan monétaire, en disant là aussi aux Américains, non, mais nous ne vous concurrencerons pas, nous n'avons pas l'ambition de faire du yuan une grande monnaie de réserve, mais quand même, dans les actes, on fait tout pour que le yuan ne soit pas une monnaie faible, que ce soit une grande monnaie d'échange, que ce soit... Et là, c'est un petit peu la même chose. Non, les Africains sont totalement libres, mais à l'américaine, comme les Américains le faisaient avant, on va les aider, on va leur fournir nos technologies, on va leur fournir notre savoir-faire, on va leur permettre également d'investir et d'acquérir leur liberté. Donc la vraie question pour clôturer par rapport à votre sujet, c'est est-ce que les Américains parviendront en étant de surcroît toute forme très mesurée, en disant mais il n'y aura pas de droit de veto, ce sera c'est toujours... ce qui se dit, oui, c'est ça, c'est juste un siège permanent mais sans droit de veto. Voilà, ça reste la Chine, la Russie. Déjà, le droit de veto, les Russes l'ont... Que vaut aujourd'hui une organisation occidentale qui se voudrait internationale, avec une Russie qui, à l'intérieur, serait à l'égal des USA, mais qui est également condamnée par toutes les organisations comme la Cour pénale internationale. On a vu que finalement, c'était juste un effet d'annonce. Poutine qui s'est rendu en Mongolie la semaine dernière, absolument. Pays membre de la CPI, Cour pénale internationale, rien s'est passé. Et qui ne collabore pas. Tout ce qu'on voit en tout cas, c'est que les organisations de tous ces pays, les pays occidentaux en quelque sorte, perdent énormément de crédibilité et que s'ils devaient retrouver une forme de crédibilité auprès d'un nouveau monde émergent, l'Afrique en l'occurrence, c'est pas de cette façon-là, c'est pas en donnant 2 sièges, mais ça serait en construisant des hôpitaux, construisant des routes, pas seulement, surtout en évitant la politisation de beaucoup de sanctions et en les considérant différemment. Donc en fait, les États-Unis se tirent bel et bien une balle dans le pied, en réalité, en soutenant cette proposition, en mettant en avant cette proposition à
pour des pays africains qui sont pour l'instant totalement dévoués. Il se tire une balle dans le pied par ailleurs, par rapport à une autre attitude. Je ne sais pas exactement là s'il tire une balle dans le pied, mais je dirais plutôt qu'ils font, si on prend une métaphore, un trou dans l'eau. Voilà, ça serait plus juste. Un trou dans l'eau, donc peut-être les débuts du déclin de l'Empire américain. Peut-être que cette décision n'est très certainement pas... il y a un début déjà du déclin qui est entamé, mais je ne crois pas que les États-Unis soient... Malgré tout, je pense que les États-Unis s'en sortiront bien mieux que l'Europe. On en parlera... Oui, on va en parler dans un instant. L'Europe, notamment d'un point de vue industriel, semble quand même empêtrée économique, industriel, bien profond. Mais même physique, quand je vois, juste une parenthèse, je vous laisse ensuite, Robert Kennedy aux États-Unis qui parle des méfaits des ondes, par exemple, 5G. Moi, personnellement, ça fait des années que j'en suis conscient, que vous ne me verrez jamais avec un téléphone portable sur moi, par exemple, quand je donne une interview ou ailleurs, j'ai toujours le téléphone éloigné. Et on sait qu'avec les ondes 5G, notamment, on se retrouve avec des débuts de pathologies oculaires, notamment, parce que les vaisseaux les plus fragiles de l'organisme se trouvent dans les yeux et que les ondes 5G sont beaucoup plus font monter en température les vaisseaux les plus fragiles. Et on se retrouve avec de nouvelles pathologies. En Europe, on est totalement déconnecté de tout ça parce qu'on ne voit pas. Voilà, il y a une idem sur la malbouffe ou sur les Américains inventent la cigarette et ils en font un objet de commerce faramineux, mondial et surtout à échelle industrielle très rentable. Et finalement, ce sont les premiers à l'abandonner. Aujourd'hui, presque plus personne ne fume aux USA. Et les premiers également qui parlent des méfaits des ondes sont les Américains, qui sont quand même, les sociétés de la tech marchent beaucoup mieux aux USA qu'en Europe. Il y a une faculté de résilience aux USA qui est assez fascinante. Les niveaux de recherche et développement sont effectivement pas du tout les mêmes, mais on va en parler dans un instant effectivement de la situation économique en Europe. Avant de dézoomer sur l'Europe, on va parler plus spécifiquement du cas de la France. Donc la nomination de Michel Barnier à Matignon. Michel Barnier qui, en pleine consultation, nous a annoncé hier qu'il allait construire et former son gouvernement la semaine prochaine. En cette attente, est-ce que l'on peut craindre à l'endroit de la loi de finances 2025 qui pourrait ne pas être votée, ou en tout cas, oui, votée dans son état, est-ce que on peut craindre un shutdown à la française ? On peut craindre beaucoup de choses, mais par contre, par rapport à la loi de finances, ça n'a aucune importance. Très sincèrement. Elle sera votée, mais surtout, elle sera exactement la même que la précédente. Si elle n'est pas votée, c'est le budget que Gabriel Attal avait prévu qui passera. Et quoi qu'il en soit, si un budget est voté, si un texte est travaillé, entre nous, il sera dans les grandes lignes sensiblement pareil, exactement pareil au précédent. Il sera constitué de la même façon que le précédent. Si on voulait réellement sauver le pays, si on voulait éviter une crise de la dette profonde qui contraigne à la mobilisation de l'épargne privée, toutes ces mesures assez viles, assez sales qui sont en train d'être préparées, mises en place, et il faudrait réaliser des commissions intègres de personnes qui étudient les vraies dépenses publiques, c'est-à-dire tout le soutien des organisations qui sont inutiles, tout ce qui fait que l'État central est quand même déficitaire et responsable du déficit à 90% depuis une quinzaine d'années, contrairement à ce que dit M. Bruno Le Maire. On reviendra. Il reviendra ensuite, mais donc voilà, par rapport à la nomination de Bruno Le Maire et Michel Barnier, excusez-moi, et le petit marronnier qui est qu'il faut absolument voter le budget, sinon nous allons nous retrouver dans une situation délicate. Pour parler très directement et très sincèrement et vous dire ce qui correspond à ma pensée, je pense que ceci a simplement pour objet de bien faire comprendre que ce sont les ministres qui dirigent et qui décident. Moi, je vous dis qu'en réalité, c'est comme ça que ça marche, et on est nombreux à le savoir dans Paris d'ailleurs, ce ne sont pas les ministres qui prennent des décisions de cet ordre-là, c'est toute une administration qui tourne encore, qui tourne même lorsqu'il n'y avait pas de gouvernement. Ce sont les hauts fonctionnaires. Pour la dette publique, puisque vous parlez d'un risque de shutdown, c'est l'agence France Trésor qui s'occupe de tout ça. Ce sont toutes ces organisations. Ce ne sera pas le prochain. Si c'est Valérie Pécresse, comme je l'entends... Comme ça, exactement, j'allais revenir. Est-ce que ce serait un bon choix ? Déjà, sur le choix de Michel Barnier, qui a un profil de négociateur. C'est un profil de négociateur. C'est ce qu'il a pour pouvoir négocier avec l'ensemble des partis et de la composition. C'est cette composition de l'Assemblée nationale qui fait que ce choix a été fait, probablement.
Et pour justement négocier, comme vous dites, chaque ministère va vouloir garder son précaré, négocier son propre budget. Là, mais d'un autre côté, de l'autre côté, il doit plaire à Bruxelles. C'est plus compliqué. Il plaît déjà à Bruxelles, bien sûr. Il était une évidence que le Premier ministre soit un Premier ministre qui voudrait rester dans l'Union européenne et laisser un blanc-seing, signer un blanc-seing à Bruxelles pour union des marchés de capitaux, tout le reste, endettement commun, ce que Mario Draghi a annoncé en début de semaine également. Enfin, annoncé. À résumer dans une publication de 400 pages et 170 propositions voilà. Sont les mêmes depuis des années, les propositions de Mario Draghi. Là, il les chiffre quand même. Il dit qu'il faudrait investir 2 fois plus, que l'Union européenne devrait investir 2 fois plus. Il le chiffre à 800 milliards d'euros. En pleine déroute budgétaire en Europe, c'est du sens. Ouais, on va y revenir ensuite, mais voilà. Mais pour terminer sur votre question sur Michel Barnier, le choix de Michel Barnier. Alors, premièrement, il est motivé par cela, parce qu'il est européiste, et deuxièmement, il y a peut-être une volonté d'Emmanuel Macron de se mettre à l'abri d'une forme de décrédibilisation poussée de son exercice politique par rapport à un excès de jeunisme également vis-à-vis des pays étrangers, des industriels. Je ne crois pas que bien des milliardaires, je ne les citerai pas, se sentent d'égal à égal, en tout cas d'homme à homme, je parle pas de fortune là, avec Gabriel Attal précédemment, alors qu'avec Michel Barnier, il y a peut-être un rapport plus traditionnaliste et un petit peu plus Vous pensez qu'Emmanuel Macron n'a pas perdu toute crédibilité en France? Peut-être, d'ailleurs, il suffit de voir un petit peu les rumeurs quant aux compositions des différents ministères. Il semblerait qu'il souhaite se garder l'international, le Quai d'Orsay, pour pouvoir continuer de briller à l'international, mais que sur la scène française, il laisse les rênes. Personnellement, je n'ai pas vu briller beaucoup Emmanuel Macron, et puis sur la crédibilité, je vais vous répondre différemment, c'est que je m'étonne finalement qu'il n'en perde pas davantage, parce que la politique d'Emmanuel Macron, pour moi, est une politique qui a été marquée par une forme très poussée d'incohérence réellement, en touchant. Selon vous, Michel Barnier, que doit-il favoriser? Plaire à Bruxelles ou plaire aux Français et poursuivre la relance ou entamer un plan de relance solide? Là, on est sur un autre territoire parce que je fonde absolument aucun espoir sur Michel Barnier. J'ai vraiment aucun espoir sur Michel Barnier. Absolument aucun. Mais par contre, j'ai aucune aversion à l'endroit de Michel Barnier. Non, bien sûr. Réponds, voilà, sur très. L'homme, comme vous dites, l'homme. Je vais même vous dire. Recouvre une certaine forme de crédibilité à vos yeux, mais quant à son programme politique, il est à l'opposé de mes idées, à l'opposé de l'idée que je me fais de la France et de ce que je veux, de ce que je voudrais voir même mis en place pour la France, absolument. Mais que reste-t-il à la France alors pour recouvrer son aura d'antan? Parce que finalement, si on doit résoudre ce problème budgétaire, peu d'options sont finalement sur la table, à part peut-être les hausses d'impôts, la réduction du train de vie de l'État, la réduction effectivement du train de vie de l'État, mais sinon, hormis quelques hausses d'impôts et notamment du côté des entreprises, qu'est-ce qu'on a? Attention, parce que les hausses d'impôts sont même plus vraiment dans les tiroirs. Aujourd'hui, on est plutôt sur de la taxation extraordinaire dans les tiroirs. Vous parlez des dividendes, vous parlez... le rachat d'actions, mais pas seulement. Également la réduction, par exemple, c'est ce qui se dit dans les couloirs de Bercy et du ministère du Budget, de certains taux réduits de la TVA également. Vous savez, il y a des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui qui ont à peu près 1 an de retard sur l'analyse des confrontations économiques, géopolitiques, politiques, et dans la façon de les résoudre, qui ont parfois 10 ou 15 ans de retard. L'année passée, il y avait bien des personnes dont je faisais partie qui vous disaient déjà on ne peut pas augmenter les impôts. Si on augmente les impôts, on étouffe l'économie. Ce ne sera pas possible. Et aujourd'hui, Bruno Le Maire l'avoue d'ailleurs, il dit on ne peut plus augmenter les impôts parce que l'économie est déjà, le commerce intérieur est gelé. Avec beaucoup d'ironie, parce que le maire dit également, mais on a voulu faire une France de paysans et d'ouvriers. Mot pour mot, ce qui est absolument faux. On n'a pas une France de paysans et d'ouvriers. Donc, on a aujourd'hui un gouvernement qui ne peut pas augmenter les impôts. Quel qu'il soit, il ne pourra pas augmenter les impôts sur la production. Ce ne sera pas, vous n'allez pas augmenter... D'autant qu'elles ont été baissées. L'impôt sur les sociétés est passé de 33 à 25 sous Emmanuel Macron. Ce serait difficile. Oui, mais avec diverses taxations extraordinaires de l'autre côté. Et encore au 1er juillet dernier, j'ai été le seul, je m'en suis étonné d'ailleurs à en parler, y compris sur bien des médias alternatifs. Il y a quelques personnes qui en ont un peu parlé, alors que c'est un vrai sujet pour bien des concitoyens.
5% est la première salve qui a été de cette augmentation actée au 1er juillet dernier pour les auto-entrepreneurs, dont les prélèvements passent de 21 à 26%. Exactement. C'est quand même assez scandaleux dans une période où on est serré, en théorie, justement, de motiver les gens à ne pas être assistés, à pouvoir travailler. Moi, je salue les auto-entrepreneurs, je les félicite parce que c'est réellement une France qui est constituée, ceux qui en vivent, parce qu'après, il y a des comptes qui sont inactifs, ça n'a pas d'importance, mais je veux dire, ceux qui vivent de leur métier en étant auto-entrepreneurs, félicitations parce que vous gérez, vous n'êtes pas à la charge de l'État, vous cotisez et vous n'êtes pas, qui plus est, dans la période, si vous ne dépassez pas le plafond, ça me paraît évident, de la vie d'entrepreneur qui est la plus réjouissante. Mais ce sont des gens qui exercent de véritables tâches, qui ne sont souvent pas, qui font pas leur chiffre d'affaires avec des contrats publics, avec des mandats publics, mais qui sont, ça peut être une coiffeuse, ça peut être... Une abnégation entrepreneuriale. Donc je veux dire, s'en prendre à ces gens-là en leur mettant 5% de prélèvement en plus, en toute discrétion, en appelant tous les médias en disant « vous n'en parlez pas », à ce moment-là, je trouve ça assez lamentable. Voilà pourquoi j'en ai parlé. Globalement, Tom Benoît, comment est-ce qu'on explique que la situation budgétaire française soit aussi catastrophique ? Comment est-ce que vous l'expliquez, vous qui, justement, êtes d'une certaine façon un peu un lanceur d'alerte, si je vous écoute, un lanceur d'alerte sous cet angle économique, est-ce que c'est un enchaînement de mauvaises décisions sous l'ère Macron qui font que... perd 1000 milliards, notre déficit s'est creusé de 1000 milliards. Oui, c'est sous l'ère Macron et c'est plus profond que ça par rapport aux politiques qui sont menées depuis des années, effectivement. Et vous voyez que les pays d'Europe de l'Est, qui ont des fiscalités plus attrayantes, qui ont un rapport au travail beaucoup plus concret également, qui ont un rapport à l'assistanat, justement, et au socialisme beaucoup plus limité, je pense à la Hongrie, par exemple, ne se retrouvent pas dans les mêmes situations. Et pourtant, ils font partie aussi, quand même, de l'Europe aujourd'hui. Donc, il y a malheureusement la pire des situations, je la vois en France aujourd'hui, parce que je vois que les Italiens ont quand même de l'excédent commercial. Ils font partie, même si on exclut les exportations énergétiques, puisqu'ils importent beaucoup d'énergie, ils n'ont aucune souveraineté énergétique. Ce qui est le gros problème gros problème de l'Italie par ailleurs. Et enfin, grosse contrainte de l'Italie. Mais par contre, ils font partie des 6 pays qui exportent le plus dans le monde. Les plus gros excédents, c'est en Italie. Et donc, autour de nous, je vois que les Allemands ont quand même une dette qui fait la moitié de la nôtre. Ils ont un tissu industriel qui est solide, qui pourrait relancer. Les Irlandais, ils ont un excédent public, ils ne savent plus qu'en faire. 13 milliards en plus. Voilà. Ils investissent dans les actions américaines, dans Pfizer, Microsoft, Apple. Ils en ont pour la nuit des temps. Tom, Français, je vous coupe, désolé, je vais me faire insulter sur les réseaux, je ne le laisse pas parler, etc. Mais il y a ce qu'on a appris hier. Est-ce que les autorités irlandaises n'ont pas trouvé comment remplir leur caisse ? Ils ont, pendant 13 ans, pendant une dizaine d'années, permis à Apple de faire de la défiscalisation. Finalement, ils se sont fait condamner, et Apple vient de se faire condamner hier. L'UE a confirmé la condamnation d'Apple. Ça faisait 10 ans a versé 13 milliards à l'Irlande. Du coup, par la force des choses, l'Irlande est gagnante sur tous les tableaux. Là, en fait. Absolument, ça traînait depuis une décennie à peu près. Bon, 13 milliards, c'est beaucoup, c'est énorme comme condamnation. 13 milliards, si on le rapporte à la France, c'est ce qu'on cherche à retrouver. Oui, absolument. c'est bon, ça mettra pas Apple dans une situation de difficulté. C'est la première l'une des premières capitalisations, mais voilà. Mais effectivement, c'est énorme. Ouais. C'est le début de la fin. C'est le début de la fin de l'impunité fiscale des GAFAM, à votre avis ? C'est le début. C'est intéressant ce que vous soulignez, en tout cas, de la fin de la toute protection, malgré tout. Malheureusement, je le déplore à ce niveau-là, de la logique de la richesse quand même. Et même Bruno Le Maire disait il y a quelques jours, lundi au Sénat, le groupe, il n'en pense pas un traître mot concrètement, mais ce qui est ennuyeux, c'est le double langage du sang, mais disait le gros problème, ce sont les 1% les plus riches qui ne payent pas suffisamment d'impôts. Et je vois qu'il y a dans les couloirs des pays occidentaux, justement, cette mentalité anti-riche, anti-très riche, qui se développe de plus en plus avec énormément d'hypocrisie en quelque sorte, et qui finalement va se traduire sur une surimposition des classes moyennes très supérieures, et puis après supérieures, et puis après des classes moyennes. Et moi, je ne crois pas du tout à l'imposition des très riches, aux taxations sur les super profits. Cessez de leur offrir des avantages faramineux déjà, cessez de libérer des contrats avec des sommes colossales qui sont faites, qui représentent des cadeaux tout simplement de
très grandes sociétés qui sont déjà bien implantées. Et puis, après cela, pensez à les surtaxer, mais voilà, moi je suis contre les taxations des super profits. Oui, écoutez, on le comprend. La taxation des super profits sur les énergéticiens de Bruno Le Maire, ça a donné quoi cette année ? Ça a donné EDF qui a été surtaxé, c'est tout. Oui, très clair, on est d'accord. Du coup, j'imagine, on va basculer sur un sujet dans un instant. Bruno Le Maire donne son discours d'adieu, de fin de mandat. Là, on a compris que c'était un discours d'adieu. Vous y allez ou pas, du coup ? J'ai pas été convié, mais Bruno Le Maire était candidat, c'est intéressant aussi dans le cheminement quand même d'observer, était ministre de l'économie et des finances pendant les législatives, et il ne montrait pas du tout l'attitude d'un ministre des Finances qui n'allait plus être à Bercy le mois suivant. Et pourtant, on savait que Renaissance ne remporterait pas, ou Renew, je ne sais pas qu'on appelle le parti macroniste, les élections législatives. Et aujourd'hui, Bruno Le Maire a bien fait comprendre qu'il ne serait plus ministre de l'économie et des finances. Il l'a très clairement dit, il a même souhaité bonne chance à son successeur. C'est tout dire. On va basculer, Tom Benoît, sur le rapport de Draghi que vous avez évoqué très rapidement il y a un instant. Rapport de Draghi, donc publié en début de semaine, Draghi qui fait des propositions pour que l'Europe recouvre son aura industrielle d'avant, reparte de l'avant, cesse de regarder vers le bas. En gros, globalement, il faut investir 800 milliards supplémentaires, notamment dans les télécoms et la tech. Qu'est-ce que vous en pensez à l'heure où chacun cherche à se serrer la ceinture, où la croissance économique en Europe stagne, où la productivité, notamment en France, baisse? Est-ce que ça a du sens, tout ça ? Non, ça n'a pas de sens. Ce que Mario Draghi est en train d'expliquer dans son rapport de 400 pages et 170 propositions, c'est ce que je disais, mais d'autres également depuis des mois, des années, c'est-à-dire que depuis l'Union européenne, les États-nations de l'Europe ont été en décrochage total et n'ont jamais été protégés par l'euro. Mario Draghi nous dit aujourd'hui, regardez, décrochage des exportations des produits manufacturés, décrochage des PIB des pays européens. Et pour sauver ça, on va faire encore plus d'Europe. Et on avait déjà décroché une première fois davantage en 2010-2011, on a fait plus d'Europe et on a continué à encore plus décrocher. Entre 2000 et 2010, les États-Unis remportent le gros lot sur toutes les valeurs, on va dire, de pharmacologie, de pharmacie. Nous, pas en Europe. 2010-2020, les valeurs de la tech sont les Américains qui raflent la mise et nous sommes totalement laminés. Alors certains diraient maintenant avec Nokia, mais c'est insignifiant, c'est marginal. Hein. Et là, vous avez un européiste bâtisseur de l'Europe, fervent défenseur, qui vous dit écoutez, regardez le constat, l'Europe, au sens de nation européenne, sous l'Union européenne, c'est en total décrochage depuis 20 ans. Notre Europe, on va vous en faire encore plus, et il faut 800 milliards d'investissements annuels. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va prendre, ce que je dis là aussi depuis des années, maintenant des mois, on va prendre votre épargne et on va se servir de votre épargne comme collatéral pour endetter l'Europe comme un seul homme, comme un seul État, puisque vous ne pouvez plus vous surendetter à échelle nationale, État par État, et on va vous faire des dettes européennes, une immense dette européenne qui va circuler sur les marchés. Et qui, cette fois-ci, sera de la vraie dette euro. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas de la dette euro. On a des dettes des pays européens libellées en euros. Et sur les marchés, on commence à comprendre que si on s'endette avec de la dette française, on n'est peut-être pas à l'abri du crash. Donc on sait qu'on n'a pas de la dette protégée par l'euro. Les seules personnes qui se croient protégées par l'euro sont les personnes qui écoutent un poste de télévision avec quelqu'un qui, là aussi, vous arrive avec le marronnier depuis 20 ans, qui vous dit « heureusement que l'euro nous protège ». Non, l'euro nous protège absolument pas, mais par contre, sur les marchés, il y a bien des investisseurs qui ont compris que l'euro protégeait de rien et que l'euro, c'était une monnaie bizarrement commune, mais qui ne représentait pas du tout sur le système obligataire un socle commun comme pour les USA. Oui. Donc le rapport de Mario Draghi, c'est le même, malheureusement, c'est la ressucée de toutes les déclarations de Mario Draghi depuis déjà des années dans un même rapport. Exactement, puisqu'il y a, au cours de 2024, voire peut-être fin 2023, il avait dit la même chose déjà, globalement. Donc effectivement, on est habitué à ce qu'il... C'est formidable, mais en Mario Draghi qui dit à Ursula von der Leyen... je vous en prie. Voilà, Madame von der Leyen, vous devriez nommer un commissaire européen à la défense pour décider de tous les investissements de défense
que finalement nous ferons financer par la Banque européenne d'investissement, avec un grand ministre des Finances européen également, un commissaire européen qu'il faudra nommer pour organiser toute cette ponction de l'épargne privée des Européens et faire prendre la mayonnaise pour endetter toute l'Europe. Vous imaginez bien qu'Ursula von der Leyen dira elle est formidable votre proposition. Ursula von der Leyen qui va devoir composer avec une nouvelle composition de l'Assemblée du Parlement européen qui est nettement plus à droite qu'avant, du coup par la force qui est plus à droite, nettement j'exagère, en tout cas qui est plus à droite, du coup par la force des choses, on peut peut-être s'attendre à certains changements quand même d'orientation, de philosophie, de paradigme. Non, le PPE est majoritaire, il n'y a absolument pas. Il y a un esprit quand même, on le voit notamment, il suffit de voir les deux premières grandes économies européennes qui font face à des pouvoirs législatifs complètement sclérosés à l'heure actuelle. Du coup, la France et l'Allemagne. Avec les élections régionales dernièrement, l'AfD qui arrive en tête dans deux régions. Ça soutient l'Europe. Ça soutient l'Europe, puisque vous avez des pays qui sont ingouvernables ou qui ne sont plus gouvernés, qui sont volontairement... Oui, parce que l'Europe, forcément, arrive en vous disant, regardez, même justement, aujourd'hui, on est contraint de mendier auprès de l'Union européenne, d'avoir un délai pour présenter notre budget. Sinon, l'Union européenne nous met une amende, mais elle a l'amabilité de ne pas nous la faire payer. C'est le rapport de la France avec l'Europe. Il y a 20 ans encore, il y a 25 ans, 30 ans, ça n'existait pas. C'est pour ça que Barnier a été élu, c'est pour aller négocier avec Bruxelles un délai pour présenter un budget qui se tienne. Il a été nommé pour ça en partie, oui, bien sûr, et pour présenter ça aux Français, pour être ça aux Français. Visible. Tom, Benoît, le temps file. Appelez-moi Tom, je vous en prie. Vous le savez. En off, j'ai posé la question et voilà, effectivement, vous m'avez demandé de vous appeler Tom et je le ferai. Tom, le temps file en votre compagnie. On a deux sujets encore très importants quand même à voir. C'est le débat Trump-Harris et ce projet de ministère de l'immigration qui refait surface en France. Juste avant donc de parler de ce sujet, le débat Trump-Harris qui, pour les observateurs, aurait tourné à l'avantage de la candidate démocrate. Il suffit de voir l'évolution sur les marchés financiers des cours de bourse de la société de Donald Trump qui a perdu plus de 10% hier à la clôture. Du coup, par la force des choses, est-ce que l'on peut dire que la tendance s'est retournée et que désormais c'est la candidate démocrate qui fait la course en tête à la Maison-Blanche ? Écoutez, moi, je souhaiterais que ce soit Donald Trump qui remporte cette élection pour différentes raisons, parce que je pense que ça permettrait à l'Occident, en général, même s'il ne serait pas immédiatement suivi, mais de donner une tonalité, parce que malgré tout, les États-Unis sont une machine si forte, si puissante, que même la Commission européenne est obligée, il y a une interdépendance avec les États-Unis, enfin, il y a une dépendance avec les États-Unis, serait obligée de suivre la musicalité qui serait donnée par la mouvance Trump-Musk, et je préfère ça à la mouvance LGBT, woke, hyper mondialisé, anti-libéral, qu'on voit anti-identitaire, qu'on voit plutôt chez Harris, Obama, Clinton et Biden, sans savoir exactement ce qu'aurait été Biden dans tout ça, un instrument ou plus. Et ce sont des élections effectivement assez particulière. Je voyais un peu pour un fil conducteur dans tout ça qui m'a interpellé ces derniers jours, c'est que je vois que l'industrie des crypto-monnaies investit massivement dans ces élections pour être certaine de conserver ses positions, quelle que soit l'issue de l'élection. Même si, alors, et pareil, les marchés financiers, c'est toujours très intéressant d'observer leur réaction parce que ça démontre une certaine tendance et parfois on peut s'amuser à faire de la prospective à partir de ça. Le Bitcoin a reculé hier, toujours en supposant que Trump perdait son avantage par rapport à la candidate démocrate. Donc les financiers et la communauté crypto s'inquiètent, enfin en tout cas soutiennent Donald Trump, ça c'est sûr. Oui, parce qu'il est devenu ouvertement un président pro-Bitcoin. Donc totalement pro-Bitcoin. Voilà. Donc, ce qui est une bonne ou une mauvaise chose, peu importe, mais en tout cas, il semblerait que pour la communauté... C'est une chose qu'on ne peut pas définir. Exactement. Bonne ou mauvaise, c'est encore autre chose, parce que faudrait-il déjà être en capacité de définir la place d'un Bitcoin dans un système monétaire voilà. Alors effectivement, de toute façon, on est en train de se rendre compte de plus en plus que c'est... Oui, bien sûr, et vous reviendrez pour nous en parler, parce que c'est très intéressant, mais en tout cas, ce qu'on commence à comprendre, c'est que c'est plus trop une valeur refuge, c'est plus trop une monnaie, en fait, en réalité, ça devient un actif un peu comme un autre, comme notamment corrélé aux valeurs tech. Vous nous direz si c'est votre avis également. En tout cas, c'est ce qui semble se dégager quand on écoute les analystes, les observateurs, etc. Ça semble pour l'instant être donc devenu un actif comme les autres qui ne fait pas office de valeur refuge. C'est plus pas une monnaie, en fait. Je
suis partagé parce que, attention, d'un côté, c'est pas une monnaie d'État, c'est pas une monnaie centrale, c'est pas une monnaie, une monnaie officielle, ça c'est une réalité, elle fait pas partie du système monétaire, mais là, voilà, c'est un grand sujet. Mais en une minute, on va dire que ça n'a jamais été une monnaie. Moi, je l'ai jamais considéré comme une monnaie. C'était, après, un outil que l'on a laissé, que l'on a permis d'être monétaire, ce qui est particulier. Donc, à partir du moment où vous permettez, c'est un peu comme un tribunal, par exemple. Si vous organisez un tribunal parallèle, on ne dira jamais que c'est un tribunal. Un tribunal, c'est un tribunal qui est organisé avec un juge qui agit par le ministère de la Justice. Mais finalement, si les autorités laissent ce tribunal prendre des décisions pour des grands sujets de société, ça devient un tribunal parallèle, mais semi-officiel. Et bien, le Bitcoin, c'est un petit peu la même chose. À présent, il était impossible d'avoir une monnaie parallèle. Et là, les autorités ont accepté, même dans la sémantique, que l'on puisse parler de crypto-monnaie et pas de crypto-actifs, mais à la base, c'était à la rigueur plutôt des actifs parallèles plus que des monnaies. Vous êtes plutôt d'accord pour dire que ce sont des actifs simples, c'est un actif simple. Voilà, mais on peut quand même les faire passer de pays en pays, donc ils ont un rapport aussi quand même monétaire, d'actifs monétaires parallèles. On verra la suite. On reviendra là-dessus. Toujours, alors on a dépassé les 30 minutes que vous souhaitiez respecter. Est-ce qu'on peut prendre quelques instants, je vous en prie, on prend 5 minutes. Juste une dernière chose. 2016, date de l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Clinton était donnée favorite dans les sondages, était donnée favorite après les différents débats. C'est Trump qui a été élu. Du coup, il ne faut pas oublier, n'empêche non plus que rien n'est joué en fait. Absolument. Je me rappelle lors de l'élection de Trump, même les médias français, c'était assez idiot parce que nous ne votions pas en France, donc la manipulation était inutile. Venn qui disait le soir même Trump est mauvais perdant. Hillary Clinton a gagné. Par la force des choses, Trump avait raison, il a été élu. Donc. Et l'erreur se reproduit actuellement. Quand on lit les médias, notamment européens, c'est Harris a gagné, Harris vers la Maison-Blanche, etc. Mais voilà, il faut garder la tête froide et attendre les résultats. Il n'y a rien de plus tangible qu'un résultat. De toute façon, 5 minutes, Tom, sur cette création du ministère de l'Immigration, projet porté par Michel Barnier, qui est le ministère de l'Immigration qui a déjà existé sous Sarkozy, sous Sarko. Donc du coup, par la force des choses, c'est pas une nouveauté. Il faut pas s'en alarmer. La France le fait. Est-ce que sur le modèle de ce qu'a fait l'Allemagne ferme totalement ses frontières à partir du 16 septembre et ce pendant 6 mois. C'est une bonne chose. C'est ce qu'il faut faire. Enfin. Non, parce que créer un ministère de l'immigration, ce serait contrôler l'immigration. Mais si Michel Barnier avait pour motivation de réellement contrôler l'immigration, ça se saurait, j'ai envie de dire. Et on peut avoir des ministères de l'écologie, on peut avoir des ministères de la jeunesse, de la femme, du ceci ou cela, mais ça c'est de la théorie, c'est pas je veux dire, on encadre les choses par. Qui plus est, je suis très méfiant moi par rapport à ce qui est assez grandiloquent parce qu'on assiste à une période dans laquelle ce que j'observe aujourd'hui, c'est l'inversion des valeurs en touchant. C'est que lorsqu'on vous parle d'un ministère de l'immigration affichant comme un étendard qu'on allait contrôler celle-ci. Finalement, je crains que ce soit plutôt un moyen de financer tout un encadrement d'une immigration qui existe déjà malheureusement, mais qui ne sera pas contrôlée, mais qui va coûter encore plus cher parce qu'il va y avoir une grosse machine à faire tourner. Oui, d'accord, donc c'est pas forcément une bonne idée ce que vous dites. Alors, est-ce que c'est juste un effet d'annonce parce que le gouvernement Barnier est un peu sous l'œil du Rassemblement national? Oui, c'est tout à fait ça, voilà, vous avez tout dit. Parce que je vais vous dire, si vous êtes homme politique aujourd'hui et que vous voulez vraiment fermer les frontières en France et contrôler l'immigration, je veux dire qu'on le sait, on parle de vous dans les médias, et puis vous êtes mal vu, vous êtes sanctionné, censuré parfois. Oui, donc si Michel Barnier avait pour motivation de créer un ministère de l'immigration en disant on a 400 000 personnes qui arrivent chaque année sur le territoire, il y a 80 000 illégaux qui rentrent, on va mettre fin à tout ça, on va contrôler différemment, il n'y en aura plus que 50 000 qui vont rentrer, ça se saurait. Ouais. C'est pas le cas. Voilà. Tom, un dernier mot avant de vous libérer. Vous m'expliquiez, avant que votre intervention commence, que Géostratégie Magazine, dont vous êtes le rédacteur en chef, est désormais sous format numérique. On Absolument. Peut le retrouver sur Internet. On a basculé cette semaine à 100% en numérique. Et alors, pour diverses raisons, et même si le papier fonctionnait bien, mais pour avoir plus de mobilité, pour ainsi dire, parce que l'actualité va très vite et qu'on s'est rendu compte que sur des sujets
sujets économiques qui plus est. Vous voyez, on n'a pas parlé par exemple de la Banque centrale ou des taux directeurs. On ne peut pas en trimestriel avoir une approche aussi pertinente que celle qu'on voulait avoir. Donc on a pris la décision de basculer en numérique. Et très, très clair. Donc j'imagine que c'est un site qui est nourri quotidiennement. Absolument. En tout cas, de façon très régulière et beaucoup plus rapprochée. Absolument. Donc là c'est vraiment le début. Il y aura toujours dans la continuité du trimestriel des papiers, des dossiers de fond qui seront très longs sur des sujets avec des dossiers un peu intemporels. On continuera les grandes interviews comme on a fait avec des personnalités comme Hubert Védrine, Jacques Delarosière ou ces personnes-là. On continuera nos partenariats télé également avec des interventions sur CNews et le partenariat avec TV5 Monde dans l'émission politique. Tout ça continuera. Et on aura également des papiers d'actualité beaucoup plus précises et beaucoup plus ponctuels. Voilà. Parfait. Écoutez, j'invite tous ceux qui nous regardent à aller faire un tour sur votre site Géostratégiemagazine.com. Géostratégiemagazine.com. Merci beaucoup Tom Benoît d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie, c'est un plaisir. Vous êtes essayiste, économiste et donc rédacteur en chef de Géostratégie Magazine qui est désormais disponible sur Internet. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Bonne fin de journée. À très bientôt. Nous de notre côté, on marque une dernière courte page de publicité. On se retrouve pour la suite et la fin de cette édition du 12 septembre. À tout de suite sur Téléfinance.